Le tableau que vous voyez n'a pas été peint. L'artiste est Fernand Federici, un chercheur de l'université de Cambridge, un biochimiste. Et il l'a génétiquement programmé. Les peintres sont des micro-organismes, les bactéries, génétiquement modifiées pour se colorer. C'est l'une des applications de la biologie synthétique. La biologie synthétique a pour objet la conception de fonctions de synthèse qui n'existent pas dans la nature. Et en tant qu'informaticien, lorsqu'on me parle de conception et de fonction, je pense à la programmation des ordinateurs. Aussi se pose une question, peut-on programmer les organismes vivants comme on programme les ordinateurs et comment? Que programme-t-on exactement? Une bactérie est un organisme réduit à une cellule. Et dans cette cellule, comme dans toutes les cellules de tous les organismes, il existe une molécule spéciale, l'ADN. L'ADN est elle-même composé de 4 plus petites molécules, les bases, et les bases ne s'organisent pas au hasard au sein de l'ADN, elles écrivent un code, un génome, un programme de conception et de fonctionnement d'un organisme vivant. Un génome détermine toutes vos caractéristiques physiques qui sont héréditaires, que vous soyez un homme ou un oignon. Et ici, en matière d'évolution, on a eu un peu de chance quand même. Un génome est lui-même composé de gènes, et chaque gène est le code d'une molécule spécifique à la vie, une protéine. Donc programmer le vivant, c'est programmer son génome en ajoutant ou en modifiant des gènes, et cela se fait depuis les années 70. Mais depuis les années 90, les technologies de lecture et d'écriture du génome, le séquençage et la synthèse, ont établi un véritable pont physique entre, d'une part, les cellules et, d'autre part, les ordinateurs. Le séquençage permet de lire les génomes, de les analyser, et les génomes séquencés sont conservés sur des bases de données accessibles par Internet. De manière réciproque, la synthèse permet d'écrire des génomes rédigés par ordinateur, et les gènes, une fois insérés, se comportent comme des gènes naturels, si bien sûr ils sont correctement rédigés. Et pour se rendre compte un petit peu de ce progrès, notamment pour la synthèse, une mesure pertinente est la longueur des séquences d'ADN que l'on peut faire, car elle détermine la catégorie des organismes dont on peut reproduire le génome. Et en 30 ans, on est passé des virus à la catégorie des bactéries, et la longueur des séquences d'ADN a été multipliée par 5000. Si bien qu'en 2010, il a été possible de reproduire le génome d'une bactérie d'1 million de paires de bases, et ce génome était viable. Et si l'on poursuit cette courbe, vers 2030, nous aurions la capacité de reproduire le génome humain. Alors, il y a de quoi s'interroger, d'autant que financièrement, ce n'est pas inaccessible. Pour 1 450 $, vous pouvez avoir sur eBay un synthétiseur et faire vos gènes à la maison. Alors, pour celui-ci, il faut se dépêcher parce qu'il ne reste plus qu'une minute. Hein. Mais en tout cas, on estime que le coût est divisé par 2 tous les 2 ans. Alors, en résumé, on a d'un côté un support programmable, l'ADN de synthèse, et de l'autre, une masse de gènes numériques accessibles par Internet. Mais un synthétiseur et des gènes numériques ne font pas un génome. Un génome n'est pas simplement un catalogue de gènes, sa nature est beaucoup plus complexe. En réalité, chaque gène peut agir sur d'autres gènes par l'intermédiaire de la protéine qu'il code, et cette action est soit de déclencher la production de la protéine du gène cible, soit au contraire de la mettre en pause. Et l'ensemble de ces interactions forme ce que l'on appelle un circuit génétique, un réseau, et les scientifiques de la biologie synthétique conçoivent ces réseaux comme les ingénieurs conçoivent des circuits électroniques, et ce, pour différents domaines et différentes applications. Par exemple, dans le domaine de la santé, pour la production de médicaments par des bactéries génétiquement modifiées, ou alors dans le domaine de l'énergie, par la production de biocarburants par des microalgues. Mais on attend plus de la biologie synthétique. Et quelle serait l'application extraordinaire du futur? Par exemple, une maison arbre. L'idée ici
est de modifier les gènes du développement d'un arbre afin qu'en grandissant, il épouse la forme d'une maison. Alors je ne sais pas si vous imaginiez l'habitat du futur ainsi, mais peut-être qu'en 2030, vous pourrez planter une graine d'une maison arbre afin que vos enfants ou vos petits-enfants puissent y habiter plus tard. Alors, ce tableau donne l'impression que synthétiser des gènes, construire des circuits est quelque chose de très facile. Mais si l'on regarde les gènes et les interactions au niveau du génome tels qu'ils sont dans la nature, on s'aperçoit de leur extraordinaire complexité. Et là, il n'y a qu'un tiers des gènes du génome de la bactérie que je vous ai présenté au début de l'exposé. Il y a plus de 3000 interactions. Les câbler une à une semble humainement impossible. La programmation est hors de notre capacité. Et nous sommes là face à ce que l'on appelle un verrou scientifique et technologique. Un verrou? Trouvons une clé ensemble. Et pour nous aider, je vais vous raconter l'histoire d'une des premières journées de programmation sur le premier ordinateur moderne. Nous sommes en 1946 à l'université de Pennsylvanie. Et à l'extérieur, le temps est agréable, car c'est l'été indien. Mais ces jeunes informaticiennes y prêtent peu attention. Elles ont autre chose à faire. Elles ont à développer un logiciel pour l'ENIAC, le premier calculateur électronique universel 1000 fois plus rapide que les machines à calculer mécaniques de l'époque. Les équations qu'elles ont à programmer tiennent à peine sur une page. Mais elles savent par expérience qu'elles y passeront plusieurs jours, voire plusieurs nuits. Elles devront commuter des milliers de switches, câbler des centaines de routes de données entre les unités de calcul et vérifier ensuite un à un ces switches, une à une ces routes, afin de s'assurer que le programme est correct. Aucune de ces informaticiennes ne s'imaginait que programmer était une activité aussi physique. Alors, au déjeuner, peut-être un petit peu fatiguées par leur matinée, elles imaginent un autre mode de dialogue avec l'ordinateur. On lui parlerait en anglais, l'ordinateur comprendrait, traduirait en opération de calcul. En résumé, on aurait un langage pour lui parler plus facilement. Alors, à l'époque, bien sûr, c'est une utopie. 5 ans plus tard, une de ces femmes de l'ENIAC, telles qu'on les appelle, Betty Sidney, inventa le premier code d'instruction pour un autre ordinateur, l'UNIVAC, une sorte de langage primitif sans câble. L'année d'après, Grace Hopper, une autre informaticienne, inventa le premier traducteur d'instructions en anglais, en binaire, afin que l'ordinateur les comprenne. Les principes de programmation et des langages modernes étaient nés. Et sans ces langages, que tous les informaticiens utilisent, aucun des grands logiciels, comme ceux de l'Internet, n'aurait pu être développé. Car on ne conçoit pas un système complexe en le décrivant de manière compliquée pour être compris. Alors, on a vu qu'en informatique, l'introduction des langages a permis de révolutionner ce domaine en permettant notamment de développer des grands logiciels. Qu'en est-il pour la biologie synthétique? La question difficile est posée et nous tentons, avec le projet symbiotique, d'y répondre. Difficile en effet, car il n'existe pas un seul langage, mais plusieurs, et chaque langage correspond à un niveau, et les niveaux du vivant sont organisés hiérarchiquement, et donc chaque action d'un langage doit être décrite par des actions d'un autre langage. Et par exemple, si on ne veut pas programmer une maison, eh bien, selon les différents niveaux, eh bien, on programmera cette maison différemment. Au niveau de l'organisme, on décrira la forme de l'arbre, le tronc, les branches, un plan, comme un architecte le ferait. Puis, au niveau de la cellule, on décrira la coordination de la division cellulaire, afin qu'en grandissant, les branches s'ajustent au plan.
Et finalement, au niveau du circuit, on décrira un réseau de régulation afin de réguler et de contrôler les protéines pour qu'elles-mêmes contrôlent cette division. Il n'existe donc pas un seul langage, mais bien une tour de langage empilant les différents niveaux. Et chaque action d'un langage doit correspondre à des actions d'un autre niveau. Il faut donc des traducteurs permettant de passer d'un niveau à un autre afin d'établir une chaîne linguistique entre le plan et le génome. Génome qui est le programme compréhensible par une cellule décrivant la morphogénèse d'une maison. En se dotant des technologies de synthèse et de séquençage, en lisant, analysant et écrivant les gènes, la biologie est passée de l'observation descriptive des êtres vivants à son interprétation de son information génétique. Et cette connaissance de l'information biologique a ouvert la voie vers la programmation des génomes. De ce fait, les langages en biologie synthétique semblent s'imposer, comme se sont imposés ces langages pour l'informatique, et ceci pour les mêmes raisons, pour maîtriser la conception des grands systèmes complexes à différents niveaux d'intégration. Et peut-être qu'un jour, programmer un ordinateur ou programmer une cellule sera la même chose au travers de ces langages. Mais n'oublions pas qu'une cellule n'est pas un ordinateur, elle évolue, se propage, se multiplie. C'est d'ailleurs ce qui fait tout son intérêt scientifique, mais aussi tous ses risques, et aussi, enfin, toute son attention, car elle est vivante. Je vous remercie.